Je suis Adélie, mais tu es bien chez Outils du Manager. Cédric m'a à nouveau prêté son micro aujourd'hui pour un épisode de la série En vrai, c'est quoi diriger? Je rappelle pour ceux peut-être qui ne le savent pas, je suis au quotidien le bras droit de Cédric chez Outils du Manager, mais j'ai aussi la mission de vous accompagner, vous qui nous écoutez, dirigeants, managers, au travers de nos formations, des accompagnements en entreprise et au sein du Ciel, la communauté des intrapreneurs et entrepreneurs libres. Et c'est comme ça que je suis le témoin chaque jour de vos histoires, de vos parcours, de vos évolutions, de vos résultats. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager, ces vraies histoires, en répondant à cette question avec vous. En vrai, c'est quoi diriger? Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec Ludovic qui va nous raconter son vrai récit à lui, de son histoire, ses doutes, ses décisions, son vrai chemin. Alors bonjour Ludovic, on va entamer un petit épisode ensemble et pour commencer je vais te présenter rapidement. Alors Ludovic, il a monté sa première entreprise à 24 ans. 12 ans plus tard, il la liquide et il pense que tout est terminé. Et pourtant, ce n'est que le début, c'est le début d'un nouveau chemin. Dans cet épisode, on va parler d'ego, de solitude étouffante, de renaissance après une chute et surtout de ce que ça change concrètement de diriger après avoir tout perdu. Ludovic, tu as 37 ans, tu es père de 4 enfants, tu as débuté comme vendeur dans l'entreprise de ton père et en 2012, c'est suite à un désaccord avec ton père que tu deviens finalement entrepreneur alors que tu es complètement autodidacte. Finalement, tu es depuis 13 ans dans la distribution pour les arts graphiques et aujourd'hui, tu es installé en Suisse avec une nouvelle entreprise et un projet innovant de machines industrielles. Peut-être tu pourras nous en dire plus. On se connaît depuis quelques années puisque tu es un des membres anciens, comme on le répète souvent, et actifs du Ciel, la communauté pour les intrapreneurs et entrepreneurs libres. Et je crois que ça date de 2021. Comment tu vas déjà, Ludovic? Je vais bien. C'est parti. Alors, je te propose d'aller directement dans le dur. J'ai reçu un message. Alors, je sais plus d'ailleurs quand c'était. En 2024, en juin 2024, je crois. Et j'ai reçu un message. Alors, je vais pas tout dévoiler, mais à l'intérieur, il y avait la phrase dont je me souviens. Je vais devoir liquider mon entreprise. C'est encore confidentiel. Et voilà. Il y a un matin où tout s'effondre, l'entreprise tombe. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour toi? Donc c'était 2024. Si tu peux nous faire un peu une petite, tu vois, une petite photo de, c'était quoi en fait en 2024 l'entreprise? Alors 2024, c'était une bonne dynamique. On partait. Alors c'était. Il faut comprendre que moi, c'est difficile d'expliquer 2024 sans expliquer ce qu'il y avait avant, mais Oui. 2016, tu t'en parleras, je crois, un peu plus tard. 2016, je me fais former. 2017, je me rends compte de l'entreprise que j'ai bâtie de manière autodidacte, effectivement, et seule, et je me rends compte du bazar que j'ai créé. Et du coup, il a fallu, j'ai passé de 2017 à 2022 à refonder entièrement l'entreprise, service par service, à tout remonter. Et j'ai dû passer par un redressement judiciaire pour que ça soit possible. Et 2023-2024, on rentre dans une nouvelle dynamique où on va croître commercialement. Et ce qui a fait que j'ai dû liquider cette entreprise, c'est que en 2023, je subis 8 liquidations judiciaires. De mes clients qui font un gros trou auprès du cash donc j'avais plus assez de cash parce que j'ai eu ces liquidations judiciaires de clients qui sont des histoires dramatiques chez eux aussi. Je veux dire, Oui. c'est pas moi qui suis victime d'escrocs ou quoi que ce soit. Je veux dire, eux aussi, ils ont eu des histoires dramatiques. Et moi aussi, j'ai ma responsabilité dans la chose puisque j'ai laissé les comptes clients s'étaler. J'ai lancé des gros projets qui avaient déjà asséché le cash de l'entreprise et ce cash en moins. Fait que je me suis retrouvé dans une situation où j'étais coincé. Ce qui m'a encouragé à liquider, c'était que il restait quand même suffisamment de cash pour payer une grosse partie des fournisseurs. Et du coup, je me suis dit, tiens, là, c'est l'opportunité d'arrêter toutes ces années de souffrance, puisque la refonte de l'entreprise, ça s'est fait à coup de sueur et de sang. Il va falloir que tu nous expliques. Voilà. Et du coup, là, sans cash, c'était vraiment plus possible. J'ai mis. Sans cash, mais peut-être, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tu vois, où ça en était en termes d'équipe, en termes de chiffres, enfin, ce que tu as envie de partager?
Ben, on était 13 personnes, on allait repasser la barre des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Voici, bon, voilà pour Et on l'ampleur verra de que l'entreprise. c'était en fait une belle croissance, mais on va y revenir. Hum. Peut-être est-ce que tu peux nous raconter, parce que juste sur ce moment-là, en fait, euh, donc tu nous dis à la fin, il y avait plus de cash et finalement il y a peut-être eu des erreurs, etc. Hum. Mais toi, comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là, au moment de la fin? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé autour de toi aussi? Parce que on sait que c'est quand même une grosse détonation, un événement comme ça. Donc voilà, est-ce que tu t'es dit tout est terminé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, enfin, il y a différentes phases. Oui, La phase où tu décides, tu te dis t'es une merde. Euh, oui, aussi simple que ça, parce qu'il y a l'échec, parce que tu mets 13 personnes au chômage aussi. Certes que t'accompagnes parce que parce que c'est des gens que tu connais depuis longtemps, etc. Mais c'est quand même 13 personnes que tu mets au chômage. C'est quand même des dettes que tu laisses. Bon, il y a très peu de dettes bancaires, mais bon, il y a beaucoup de dettes à l'État. Beaucoup disent bah l'État on s'en fout, moi je m'en fous pas. Je veux dire quand mes enfants ils ont besoin d'aller à l'hôpital, tout est payé. Donc enfin je veux dire ça fait partie des choses à payer. Donc ouais tu laisses beaucoup de dettes, tu laisses des salariés sans emploi. Il y a 10 ans que tu as passé ou 12 ans que tu as passé. Alors pour moi c'est 10 ans parce que les 2 premières années c'était plutôt assez facile puisque j'étais seul ou avec une toute petite équipe et puis du coup c'était très profitable. Et c'est justement le fait que c'était très profitable que je suis parti dans cette croissance en disant oui, ça sera encore plus profitable. Et en oui, fait non, je veux dire le changement de dimensionnement d'entreprise. C'est un nouvel apprentissage. C'est pas parce que tu sais bien gérer une boîte de 2 ou 3 personnes que tu sais bien gérer une boîte de 10 oui, personnes. Ça n'a rien à voir. Et c'est là où je te dis, où mon ego à l'époque était peut-être un peu trop démesuré à ce niveau-là, et où la vie m'a donné une grosse claque, où oui, il a fallu apprendre tout ça, quoi. oui, tout à fait. Mais voilà. Ouais. Du coup, ouais, il y a cette première phase où il y a tout qui se déconstruit, et puis tu dois annoncer l'échec à tout le monde. Tu dois regarder tes salariés dans les yeux, et leur dire, ben ça s'arrête. Oui, Merci pour toutes tes années de contribution, merci pour tout ce que tu as donné pour la boîte, mais malgré ça, ben, on pourra pas continuer. Il y a la phase où tu es quand même très soutenu par les gens autour, où les gens ils te disent ah ben c'est pas grave Ludo, ah c'est ta première boîte, ah ben bravo, c'est ton premier échec, et puis voilà, mais forcément, mais même encore aujourd'hui, hein, j'ai l'ombre de cette liquidation judiciaire, j'ai encore l'ombre de cet oui, échec, et je ça pense reste. que ça sera quelque part toute ma vie mon ombre au tableau, où même si je suis très fier de ce qui a été fait, je suis très fier du parcours qu'on a fait. Je suis très fier d'avoir réussi à liquider à ce moment-là aussi pour pas aggraver la situation, Oui, comme parce tu que dis, c'est une décision. Et c'est c'est vrai une que décision, ça, ouais. ouais, quand on l'a pas vécu, on le sait pas forcément. Mais il y a un moment donné où c'est une décision quand même qu'on prend. Ouais. C'est ça, mais t'as un constat où t'as pas de cash, et après, en fait, il y a plein de manières de passer une période où t'as pas de cash, hein. Tu décides de pas payer certaines personnes, Bien tu sûr. décides d'essayer de lever de l'argent, il y a plein de manières de résoudre cette situation. Moi, la situation, c'est que je voulais pas, vu le contexte économique de l'année dernière, vu que c'était 8 liquidations judiciaires, qu'il y en avait peut-être d'autres, je voulais pas, et il y en a eu d'autres, donc l'avenir m'a donné raison sur cette liquidation. Euh, L'idée, c'est de dire, ok, quelle est la meilleure solution? Et là, c'était aussi une meilleure solution quelque part pour moi, pour pas creuser le trou encore plus fort, quoi. Et tu m'as parlé si je reprends tes mots, tu m'as dit c'était une sorte de bannissement de ce monde d'entrepreneurs. Pourquoi tu Alors, l'as vécu comme ça? alors c'est pas un bannissement du monde, parce qu'entre entrepreneurs, on est plutôt bienveillants les uns les autres. Oui, Mais c'est plutôt vis-à-vis de la société, en France, d'accord. je parle. Ok. C'est vrai que déjà après être passé en RJ, toutes les Donc institutions redressement te regardent comme un judiciaire. escroc, quoi. Je Mm. veux dire, non mais t'as échoué, quoi. Voilà, je veux dire, t'as échoué. C'est vrai que toutes les institutions te regardent comme ça, et en fait, et c'est vrai que les gens communs te le disent, ils disent, mais pourquoi tu continues? T'as échoué. Je dis, ouais, mais mon gamin, il s'est vautré en essayant de marcher, il se relève. Donc, au contraire, j'ai 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, donc je continue. Mais, mais c'est vrai que au niveau de la société, c'est vraiment compliqué. Cet C'est échec-là en compliqué France, c'est vraiment très à compliqué. assumer. Ouais. Et je vais te raconter une petite anecdote qui m'a vraiment changé la petite chose, c'est que la vie m'a emmené en Suisse. Alors, j'ai aucune interdiction de gérer ou quoi que ce soit en France. C'est juste que quand j'ai décidé de recréer une entreprise, ça s'est fait Oui. très très vite, hein, c'était la semaine d'après. Hein. Mm. Quand j'ai décidé de recréer une entreprise,
Mon avocate, elle m'a dit, faites ce que vous voulez, mais pas en France. Je veux dire, c'est déjà assez difficile. Tu m'as C'est dit déjà ça. assez. Je pense qu'il va falloir qu'on revienne vraiment là-dessus parce que en une semaine, effectivement, ça semble intéressant. Mais est-ce que alors je sais pas si tu voulais, ton anecdote, elle va au-delà de ce que t'as dit l'avocate? Oui, 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 l'anecdote, c'était, moi je suis arrivé en Suisse, du coup, oui, on détaillera peut-être après plus tard. J'arrive en Suisse, et puis j'arrive, il faut ouvrir un compte bancaire pour la boîte. oui. Donc alors déjà, sueur de tous les côtés, moi en France, il faut que je fasse 20 banques, que limite je raconte un petit peu n'importe quoi aux banques, ou que je fasse en sorte qu'ils voient pas certains documents, ou que je fasse en sorte qu'ils vérifient pas certaines choses. Là, j'arrive en Suisse, j'arrive à la banque, je dis voilà, il me faut un compte bancaire pour la boîte, il me dit pas de problème, voilà, etc. Donc, on ouvre le bon compte bancaire, on signe les papiers, et puis le banquier, en plein milieu de ses paniers, il me dit ah, j'oubliais, est-ce que vous avez de l'expérience? Et puis là, en plus, l'échec qui vient d'arriver, c'était un mois avant. Là, tu te recroquevilles un peu, tu te dis, oui, j'ai fermé 2 entreprises en France. Et puis là, le banquier me dit, ah, ok. Et puis là, tu dis, écoutez, non, je vais être, enfin, oui, j'ai dit fermé, mais oui, en fait, j'ai liquidé 2 entreprises en France. Il me dit, oui, c'est bien, je suis content d'ouvrir à quelqu'un qui a de l'expérience. Et, et là, en tant qu'entrepreneur français, mais tu te prends une claque. Tu te dis, mais, non, mais c'est non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis il a raison en fait. Il a raison parce que même après avoir une liquidation, un entrepreneur qui a 12 ans d'expérience, qui a liquidé des boîtes, il a bien plus de compétences à bien tenir un compte bancaire que quelqu'un qui commence l'entrepreneuriat. Je veux dire, Oui, bien c'est moi, tenir un c'est compte moi. bancaire, c'est un truc qui est difficile. C'est une compétence qui est importante et qui est difficile à apprendre. Et il a raison le banquier en fait. Mais c'est juste moi, dans ma tête de français, ça m'a redonné un élan et des ailes et un encouragement en tout cas. Et donc c'était pour ça que je te disais que voilà, mais en France, si tu m'avais dit il faut ouvrir un compte bancaire, je viens de liquider un mois avant, je dis Oui, mais ça non t'aurait mais pas même pas réussi. j'essaye. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière parce que du coup, alors là, t'es allé très vite, on a plein d'infos. Mm. Donc il y a eu, toi, t'as construit cette entreprise, il y a eu une ascension, donc la toute première, hein, il y a eu une ascension finalement très rapide Oui, parce que tout a bien fonctionné au début, puis jusqu'à une sorte de perte de contrôle. Tu m'as même parlé tu t'es construit ta prison. Donc ça, c'est j'aimerais ça. bien que tu nous expliques un petit peu pour bien comprendre, qu'on remonte un peu dans le temps. Donc si on se remet en 2012, Oui, toi, ce que tu m'as dit, c'est qu'il y avait finalement beaucoup d'ambition quand tu as commencé, mais pas de oui. méthode. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça, le point de départ, 2012? Alors c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'entreprise et la raison pour laquelle toutes mes décisions, grosses décisions ont été prises, c'est toujours été par une base de frustration. C'est-à-dire que j'étais commercial dans l'entreprise de mon père et l'histoire où j'ai créé ma boîte, c'est que j'ai développé une marque de distribution pour lui. Oui. Donc ça m'a mis 18 mois de travail pour développer cette marque de distribution. J'ai eu le Graal, c'était l'un des leaders du marché, donc j'ai eu la distribution d'un leader du marché. C'est comme si un garagiste venait et me dit j'ai eu la concession Renault quoi. En gros c'est ça. Mm. Et c'était 18 mois de travail. J'arrive chez mon père, tout fier, le contrat en main, et puis je lui dis papa, on a eu de la distribution, on a les droits. Et du coup, et puis là, il me dit, ah ben non, mais j'ai pas envie d'investir. Moi, j'ai 55 ans, j'ai pas envie de prendre les risques financiers. Et puis moi, c'était 18 mois de travail, en tant que salarié, qui s'écroule. Mm. Et puis, voilà, ça m'a mis, voilà, pendant 3 jours, je sais pas bien. Et puis au bout du 3e jour, je dis, écoute, papa, j'ai un peu d'argent de côté. Est-ce que je peux créer ma boîte sur cette distribution? Puis je continue à travailler pour toi, je continue à développer tes produits puisque c'était dans le même milieu d'activité. Et puis la vie a bien fait les choses puisque 2 ans après, cette assise, le fait d'avoir créé une entreprise avant, m'a permis de racheter sa boîte 2 ans après. Et donc une boîte qu'il Mais avait créée lui, quand? C'est une boîte alors qui c'est une avait... boîte qu'il a rachetée D'accord. dans les années 80. Oui, ok. Voilà, en 79, je crois. 79 ou 80, il a racheté une entreprise. Il faisait des pinceaux pour les peintres en lettres. Mm. Et puis, le métier a évolué. Mais aujourd'hui, on peint plus, on colle de l'adhésif. Et puis, voilà, au fur et à mesure, il a évolué au fil du temps. Voilà, il a eu de grosses difficultés en 2007. Voilà, il y a eu un divorce. Il travaille avec ma mère. Enfin, voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que je l'ai rejoint pour lui filer un coup de main. Ok. Voilà. Et,
Et voilà. Et puis du coup en 2012, j'ai créé mon entreprise parce que lui ne voulait pas faire ce quoi j'avais développé. J'ai pu racheter sa boîte en 2015. Et là, oui, ça allait plutôt bien puisque j'étais un bon vendeur. On était que mon père et moi, donc ça pouvait bien aller. Mon premier salarié était embauché en 2013. Et puis en fait, à partir du moment où t'as pas peur du travail et que tu y vas, ça se passe, le début se passe plutôt bien. Ça fonctionne. Et tu as eu une opportunité sur le marché en plus, il me semble. Hein. J'ai une opportunité sur le marché, c'est qu'un de mes concurrents me fait un super cadeau en 2015. C'est qu'il avait une base à Sens, près de Troyes. Moi, j'étais sur Strasbourg. Et puis, il décide de déménager son entreprise dans l'Ouest. Donc, merci. Merci. Et puis à ce moment-là, là je vends plus, hein, on nous appelle. Hein. Il me dit ah oui, on a besoin d'une machine, on a besoin d'une maintenance, on nous appelle puisque lui il est parti de l'autre côté de la France. Ça changeait rien parce qu'en fait les techniciens ils allaient de toute façon dans toute la France, nous aussi on allait dans toute la France, mais les clients ils ont vu cette entreprise partir et puis ils ont décidé peut-être qu'il y avait des contraintes organisationnelles dues à ce déménagement, je sais pas. En tout cas, il m'a fait ce cadeau-là, il est parti et là le chiffre il explose. Et puis moi je suis entre tu peux peut-être donner un ordre de grandeur qu'on comprenne. C'est simple, entre 2013 et 2016, 2015-2016, on est passé de 2 à 8 personnes. De 2 à 8 personnes, ok. Voilà. Sachant que ni moi ni mon père ne savons manager. Mon père n'a jamais tenu d'entreprise qui avait 8 personnes. C'est de l'apprentissage de zéro. Moi, j'ai pas d'études. C'est l'apprentissage de zéro de comment on gère une entreprise de 8 personnes. À l'intuition. Ok. Et le chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires, oula, ça je m'en souviens plus. On avait triplé le chiffre d'affaires. Entre 2012 et 2016, on avait triplé le chiffre d'affaires. D'accord. Et donc tu dis effectivement, finalement, il y a quand même des difficultés liées au fait que tu manages comme tu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est le bordel. C'est vraiment le foutoir. Les clients le ressentent pas trop parce que c'est vrai que en fait entre une entreprise où c'est le foutoir et une entreprise où c'est nickel. Il y a que des petits détails qui changent dans le quotidien, mais sur la longueur, c'est la régularité qui change et l'épuisement des équipes. Donc tu vas avoir un turnover qui sera plus gros sur une entreprise où c'est le bordel par rapport à une entreprise où c'est tout carré et nickel. Tu vas avoir pardon. Tu avais du turnover justement à ce moment-là? Pas trop. Pas trop encore. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de bienveillant, que je rémunérais correctement les gens, mais en tout cas moi je vivais mal. Moi c'était n'importe quoi. Moi le matin j'arrivais. Mais justement, tu vois, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'était quoi, en fait, ton ambition au départ? Parce que tu crées l'entreprise par opportunité, mais du coup, c'est quoi qui te drive? Et jusqu'à ce que tu arrives finalement à, en fait, c'est le bordel, j'ai créé ma prison et ça va plus. C'était quoi l'idée du départ? Ok, alors l'ambition, alors il y avait plusieurs choses. De un, je savais pas dire non à mes fournisseurs. Mes fournisseurs voyant mes résultats, ils ont dit Ludo, il va partir sur les étoiles. On va le pousser. Et puis moi, vu que j'osais pas dire non, je disais oui, on va faire plus. Allez, on embauche, on fait plus, etc. Donc ça, c'était une partie moi qui savais pas gérer mes fournisseurs. Donc ça aussi, ça fait partie du bordel, ne pas savoir gérer ses fournisseurs, savoir dire non à nos fournisseurs. Il me dit non, mais t'es un grand malade, jamais de la vie je vais grossir, tu me menaces de mettre un concurrent en face, mets-le, et puis moi je chercherai une autre distribution, et puis c'est fini quoi. Mais c'est vrai que ce rapport de force, moi je l'avais pas, je disais oui, on va faire plus, laissez-moi tranquille. Tout simplement, même plus qu'un rapport de force, j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est juste qu'il n'y avait pas un cadre clair pour toi, ça je prends pas, etc. Okay. Exactement. Donc il y avait ça, et puis après il y avait quelque chose d'un peu plus construit quand même, où mon ambition c'était de grossir pour créer des services, pour que moi je sois pas constamment à courir à droite à gauche, que je puisse avoir suffisamment de marge chaque année pour avoir une équipe solide, pour avoir des services sur chaque élément, et pas avoir un technicien qui prépare des colis par exemple. Donc tu avais cette envie-là quand même de piloter une équipe, ça c'était dès le départ. Ça, c'est dès le départ, mais c'est plus pour que les choses soient structurées, pour que tu puisses avoir, pour avoir un préparateur de commandes qui fait que ça, d'avoir un poste organisé, etc., etc. Il faut avoir un certain volume de colis. Pour avoir ce volume de colis, il faut grossir. Donc ça, c'était une vision que j'avais quand même. D'accord. Ouais. Ok. Et pourtant, tu me disais, tu partais le soir avec plus de travail que le matin, des choses comme ça.
Oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui était, qui faisait que j'avais l'impression de rayer droit dans le mur, Ouais. dans le sens où bah, le matin j'arrivais, j'avais une pile de boulot. Le soir, je repartais, la pile de boulot était plus Avait grande, augmenté. avec des choses pas faites. Et c'est vrai que du coup, ça générait une quantité de bordel assez monumentale, puisque ben c'est incrémental. Hein, je veux dire, au bout de 6 mois, c'est vite Oui, invivable, quoi. c'est ingérable, ça devient ingérable. Et d'ailleurs, tu me disais que tu priais littéralement chaque jour. Non, mais Pour que- voilà, j'étais pas Voilà. croyant à l'époque, Ouais. mais je priais. Parce que, en fait, c'est tout ce que j'avais. Donc, tous les matins, je me levais, je m'asseyais dans mon lit, je dis, ah ben, aidez-moi à trouver la voie, parce que moi, je la vois pas. Bon, alors, est-ce Et, que ça marche de prier? pardon? Est-ce que ça marche de prier? Et ça a marché. Non, mais c'est un truc de fou, ça a marché. Donc, après, aujourd'hui, je suis croyant. Ah, c'est pas que à cause de cette histoire, hein. Il y a eu plein d'histoires qui fait qu'aujourd'hui, je suis croyant. Alors, croyant, pas forcément dans le sens d'une religion, mais croyant Ouais, en une ouais. force supérieure Mhm. qui est là pour t'aider à évoluer dans la vie. Et, et c'est vrai que du coup, ben, il y a un jour un client, enfin, un futur client qui débarque, qui veut m'acheter une machine. Je lui fais une démo. Il me dit, bah, Monsieur Wendling, c'est la meilleure démo que j'ai jamais eu de ma vie. Ça fait 20 ans que j'achète des machines. J'ai jamais vu ça. Je vous achète la machine, envoyez-moi le devis. Et puis j'ai pas envoyé le devis. Je l'ai mis 3 semaines. Et puis au bout de 3 semaines, il m'appelle, énervé. Il me dit, mais attendez, je comprends pas. Moi, je voulais acheter cette machine. 3 semaines, j'ai pas le devis. Il me dit, oui, j'ai pas eu le temps. Vous aurez le devis. Ah, ben, je passe demain vous voir. Et puis en plus, pour ce client était sur Mulhouse. Et puis quand j'arrive chez lui, il me dit, ah, vous avez trouvé facilement. Je dis, oui, oui, bah, en face, il y a Olivier, là, il y a Cédric, là, il y a machin. Oui, oui, je connais bien. Il me dit, ah, vous allez les voir après. Je dis, non, non, après, il faut que je parte là-bas, et puis là-bas. Et enfin, je sautais d'un point à l'autre. Et puis il me dit, non, mais vous pouvez me le dire, vous allez les voir. Je dis, non, je vais pas les voir, j'ai pas le temps. Il me dit, ah, mais c'est pas que vous avez pas le temps, c'est que vous êtes mal organisé. Un client qui me dit ça. Et je dis, bah oui, vous avez raison. Et il y a plein de monde qui me dit que je suis mal organisé et que c'est le foutoir, mais il n'y en a pas un pour m'expliquer comment on fait. Et puis là, il me dit, bah, passez derrière le bureau. Puis il Ah, donc, m'explique. c'est un client qui fait ce déclic-là. Exactement. Mais c'est D'accord. le premier. Et en fait, moi, j'étais tellement en mode désespéré que Ouais. n'importe qui me disait, t'es mal organisé, je dis, oui, bah, comment tu fais toi? Ah bien, ouais, moi, c'est le bordel aussi. Mais à cette époque-là, quand tu es mal Ouais, organisé, etc., en fait, à quel moment, parce que je sais que tu as recherché dans des livres, tu as écouté hum, les podcasts, etc., c'est ça. c'était à quel moment? C'était à ce moment-là déjà? C'était à ce moment-là, ouais, je lisais, je cherchais l'info partout, je voyais pas comment j'allais pouvoir solder cette situation, quoi. Et alors, justement, on parlait d'ego, etc. À ce moment-là, qu'est-ce que tu en pensais quand tu écoutais, quand Ah ben tu c'est là que mon lisais? ego s'est déconstruit là. C'est là où bah, forcément en 2012 je démarre, la boîte elle cartonne, littéralement. La première année est exceptionnelle, deuxième année je redouble le chiffre de la première année qui était déjà exceptionnelle. Les marges sont confortables parce que ben on n'est pas beaucoup dans l'équipe, donc il y a pas de structure, il y a pas de salariés à chaque poste, etc. Donc c'est extrêmement profitable. Et là tu te dis bah t'es un king quoi. Je veux dire tu démarres une boîte. Donc, Ça tu penses crache que du tu pognon. sais. Tu penses que tu y arrives, tu penses que tu sais, Ah tu bah penses oui, que... là, je savais déjà avant, et puis là, bah, c'était la transformation de je sais quoi. Et Et donc, la transformation de je sais en finalement, en fait, peut-être que je sais pas, ça s'est fait au moment où justement tu commences à te renseigner. ça s'est fait au moment au moment où je rencontre mes difficultés surtout, Ouais, où bah, le d'accord. management, bah, c'est pas du tout, je suis pas fier de ma manière d'organiser les tournées de mes techniciens, je suis pas fier de peut-être la manière de leur parler, je suis pas fier, même s'il y avait de la bienveillance au fond, mais je suis pas fier du résultat, de ce que ça donne, du comportement de mes salariés parfois, je suis pas fier de l'organisation qui est en place, je suis fier de rien en fait dans ma boîte. Je suis pas Mm. fier de ma comptabilité, je suis fier de rien. Et Et donc, cette première bascule finalement avec ce client, alors concrètement, il se passe quoi? bah, il se passe que je le connaissais pas du tout. Il m'explique deux, Ouais. trois trucs. Au bout de 3 semaines, je lui renvoie un SMS. Je lui dis écoutez, merci pour les deux, trois trucs. Je vois vers où il faut aller pour progresser, mais bien sûr, ça suffira pas. Mais en tout cas, je vois qu'un avenir meilleur est possible. Et Génial. puis là, il me dit bah, je vis 6 mois au Canada. En France, j'ai pas le temps. Mais si vous venez au Canada, je vous forme. Oh. Et puis je dis mais c'est qui cet escroc là? Je dis qu'est-ce qu'il me veut? On se connaît pas, on se vous voit, on se connaît pas. Et puis il me propose d'aller chez lui au Canada pour qu'il me forme. Et j'étais tellement désespéré que j'ai dit bah banco, on y va. J'ai pris mon billet, c'est quand que je viens.
Et puis lui, il a cru que je déconnais aussi, parce qu'en fait, il a proposé ça à plein de monde et personne n'est jamais venu. Et puis j'ai pris mon billet, puis j'y suis allé. Et puis en atterrissant, je reçois un SMS, il me dit on va quand même se tutoyer, non? Tu crois pas? Et puis on a passé 4 jours, il m'a formé à la méthode GTD. Ok. Où lui aussi, il a connu, alors, pas les mêmes galères que moi, mais les mêmes types de galères 20 ans avant. Et où la méthode GTD lui a permis de s'en sortir. Peut-être tu peux expliquer juste rapidement en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Alors c'est la méthode d'organisation la plus débile, la plus tarée qui existe, que tout le monde décrit parce que c'est n'importe quoi tellement elle est lourde. Donc c'est Get Things Done de David Allen. Ouais. Mais les gens ils disent ça parce qu'ils cherchent à respecter à la lettre la méthode, alors que c'est plutôt il faut prendre les principes, se les approprier. Mais ça prend super longtemps en fait, s'approprier des principes. C'est ce que fait Cédric avec la méthode système d'organisation réalisée. Absolument. Ça vient Exactement. aussi de là, en fait. Hein. Ouais. Exactement, c'est beaucoup plus. Si quelqu'un part de zéro à l'organisation, partez pas dans la GTD. Hein. Ouais, prenez les formations de Cédric, ça sera bien plus simple. Mais même les formations de Cédric, à un moment donné, il faut se les approprier, quoi. Donc je veux dire, ça met du temps, ça met un temps fou. Et puis cette personne, elle fait 2 choses, c'est que non seulement elle me forme à GTD, donc du coup j'arrive à mettre un cadre sur les intrants qui arrivent, parce qu'en fait, si avec un peu d'introspection de l'époque, c'est une non-gestion des intrants. C'est mon débordement et le fait que j'ai plus de boulot le soir que en fait. Je laisse tout rentrer et je mets en place aucun système. Ok. Voilà, c'est la résumé de ce qui m'est arrivé, c'est ça. Et en plus, je me forme pas. C'est-à-dire que les salariés, pour moi, c'est une compétence que je dois apprendre au fur et à mesure par le feeling, etc., etc. Alors qu'en fait, je découvre pas bien plus tard chez ODM qu'en fait, il suffit d'appliquer une méthode pour faire partie du top 20% et puis c'est bon, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a un épisode qui t'avait particulièrement marqué sur lequel t'as eu finalement ce déclic. Le déclic, ouais. En fait, peut-être que ce qu'il raconte, ça peut être applicable dans le vrai monde, quoi, de l'entreprise. C'est ça. Peut-être tu peux nous en parler. En fait, moi, Cédric, je le prenais pour un consultant qui te donnait des conseils. Alors ça vient du fait. Alors tu m'as demandé pourquoi t'as cru ça. Ça vient du fait qu'il est très pragmatique et très concret. Ouais. Et ça donne peut-être pour quelqu'un qui n'est pas à l'écoute. Une sensation d'honneur de leçon, il suffit de faire comme ça en fait. Suffit de faire comme ça et tu vas voir. Ouais, tout à fait. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et c'est vrai que quand t'es dans la merde, quand c'est vraiment compliqué, c'est difficile d'entendre un discours où fais ça et ça va aller, quoi. Sauf que la vérité c'est fais ça et ça va aller. C'est la vérité, quoi. Tu le sais après. Oui, ça, moi, c'est quelque chose que je vois très souvent. En fait, il y a d'abord tout ce que tu te dis, tout ce qui empêche d'accéder à ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, enfin, tu vois, justement, ça, c'est intéressant à comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas, on peut pas, en fait, et qu'à un moment, c'est le bon moment et on va pouvoir, parce que comme tu dis, il faut processer. Je crois que tu as mis 9 ans à comprendre cette notion de focus et à vraiment l'intégrer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, focus n'est pas encore intégré, hein. Non, mais qu'est-ce qui fait que j'entends à un moment donné, c'est que j'entends que Cédric est dans la même situation que moi. C'est-à-dire que même on peut dévoiler aux auditeurs, il est même particulièrement dans la même situation que toi en plus. Oui, mais en plus, alors non, mais le pire alors ça c'est un truc que je crois que je t'avais pas forcément dit, mais donc il est patron d'une boîte. Je savais pas qu'il était dans cette boîte puisqu'en fait il est à la tête de cette boîte, mais c'est pas lui qui la gère, hein, il a un bras droit, formation BDG, hein, il a un bras droit que j'appliquais moi aussi aujourd'hui, et puis du coup je connaissais cette boîte de près puisque j'ai même été co-exposant à un salon avec eux. Oui, je sais. Et du coup moi le nom de Cédric j'ai jamais entendu, hein, dans cette boîte, quoi. Et en fait, cette boîte en plus j'ai fait le salon en 2016 avec eux. Et en 2016, je vois cette boîte mais rouler, tous les salariés souriants, un comportement exemplaire de la part de tout le monde, des process qui sont respectés, des clients heureux parce qu'on avait des clients en commun. Et je dis, mais Ludo, le jour où tu ressembles à cette boîte, tu auras réussi. Et de l'autre côté, j'écoute Outils du manager, je dis, ce gars-là, c'est encore un consultant, quoi. Et puis en 2020,
Je travaillais très longtemps, souvent le soir, et puis le soir, Oui. pour que ça soit un peu plus détente, au lieu de mettre de la musique, je mets des podcasts pour de temps en temps entendre un truc qui est intéressant. Et puis Cédric, il dit moi mes salariés, je les reprends comme ça quand ça va pas, etc. Donc Et le c'est vrai que feedback, j'imagine, c'est ça dont tu parles? hein, Le feedback finalement, c'est le- ça dont tu parles. c'est le feedback, mais c'était un feedback un peu poussé quand ça allait vraiment plus, quand les feedbacks n'ont pas été écoutés, quoi. D'accord. Et je pourrais plus te dire le podcast, mais en tout cas voilà, parce que C'est j'écoutais pas vraiment forcément qu'est-ce dans que le tu fais quand... chronologique. Ouais, oui, peu importe. Hum. C'est vraiment qu'est-ce que tu fais quand ça va plus du tout. Il y a Ouais, même c'est eu ça, des podcasts exactement. sur Ouais. le licenciement, etc. Donc c'est peut-être ça, ouais. C'est Ok. ça. Et quand j'entends ça, je dis, mais en fait, ce mec, il a des salariés, là, c'est qui ça? Pour de vrai, quoi. Et voilà, c'est ça pour de vrai. Et en fait, du coup, je dis, mais en fait, ce qu'il raconte, en fait, s'il a des salariés, c'est pas, il recrache pas ce qu'il a lu dans un bouquin ou ce qu'il a appris dans une grande école, là. Et c'est qu'il est il est sur le terrain, il est sur du vrai, là. Et puis, en fait, du coup, je fais des recherches, et puis je vois Cédric Watine, patron de cette fameuse boîte, et je dis, mais c'est pas possible. C'est la boîte à laquelle je veux ressembler, quoi. Et en 2020, 2016-2020, j'ai quand même fait des progrès en management. Les claques que tu te prends, Alors, non, t'as structuré. Parce que pour justement que ça se rétablisse, t'as structuré. Donc, j'ai structuré, c'est ça. mais- J'ai commencé par la compta. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la frustration, elle venait du fait que, avant de grossir en plus, j'ai fait venir mon expert comptable, je l'ai payé, et je lui ai dit de combien je peux grossir. Et puis là, il me dit, tu peux grossir de 500 000 euros par an de chiffre d'affaires. Et puis moi, foufou, j'y vais quoi. Je grossis de 500 000 euros. Il m'a pas dit, attention Ludo, vous êtes que faut faire 4, quelque chose. il faut faire attention. Il m'a dit, vas-y. Et en plus, il s'avère que ses calculs étaient faux, comptables. Et là, Mince. j'ai dit non mais... Et donc ça je l'ai vu, donc ça c'est après la formation en GTD. La personne m'a aussi apporté des notions de développement personnel. Et les notions de développement personnel, notamment au niveau, ça c'était plutôt l'effet cumulé, fait que chaque jour, j'apportais une pierre à l'amélioration de quelque chose. Alors ça, il me semble que dans ton profil, c'est quelque chose de très important et qu'on voit aussi beaucoup sur le ciel quand tu interviens. C'est vraiment la politique du petit pas. Réellement, tu C'est ça. mets en œuvre, Je mets en œuvre ce petit tu pas. testes, Et et du tu testes beaucoup aussi. Ouais, je teste beaucoup, j'y vais vite. Quand il y a un truc, on le met en place, ça marche pas, on arrête. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, comme ça, je trouve des petits trucs, que ça soit dans le management. Donc je refonde mon entreprise rapidement. Je mets 1 an à refonder le service compta. Alors, tu fais pas semblant parce qu'il me semble que tu t'es même formé à la compta toi-même. Ah ouais, non, mais j'ai viré mon expert comptable Ouais. et j'ai fait moi-même la compta. J'ai fait moi-même les fiches de paye, j'ai fait moi-même la comptabilité, j'ai fait moi-même les déclarations CA3 pour bien comprendre la structure comptable. Aujourd'hui, je parle avec un expert comptable d'égal à égal quasiment. J'aurais des Ça a eu des conséquences pour Ça a toi. eu des grosses conséquences puisque pendant que j'ai restructuré ma compta, je voulais faire les choses justes, mais vraiment juste à 100%. Et il y a 5 mois de TVA que je déclare en retard. Ok. Voilà. Et puis l'inspecteur des impôts il m'appelle, il me dit ouais vous êtes en retard. Je dis oui je sais. Si vous voulez juste que ça soit juste à l'euro près, donc ça va arriver. Et ça c'était une grosse connerie. Ça c'est une très très grosse connerie, c'est que quand tu es en retard, tu déclares faux. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est débile mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et tu reviens après. Et après tu fais une régule, c'est ça. D'accord. Et c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'aimais bien faire les choses justes. Du coup, j'ai mis 5 mois de retard de TVA qui m'a entraîné un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, pareil, pas d'expérience, j'ai mal géré mon contrôle fiscal. Le contrôleur fiscal vient, il me dit, c'est parfait. Vous avez aucune, c'est parfait. Vous avez aucune irrégularité. Tout Ouais. est juste à l'euro près. Bravo. Ouais, t'es bien fier. Je dis donc voilà, donc je vous mets 120 000 euros de pénalité. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous mets 40% sur les 5 mois de TVA. Normal. Normal. Et du coup, il a fallu payer ça. Ils m'ont mis la pression, mais ils m'ont la pression fort. Et le seul moyen de réussir à stopper les impôts, c'est soit tu te mets en RJ, soit tu te mets en liquidation. Donc Il ça, n'y a pas d'autre. c'était en 2019. 2018. 2017, je me rends compte du bazar. Fin 2017, je vire mon expert comptable. 2018, je me forme à la compta, je fais cette connerie avec les 5 mois de TVA. Fin de l'année, je recrute la personne qu'il faut pour mon service comptable. Je mets en place mon service comptable. Début 2019, Ok. service compta de ouf.
D'accord. Ok, donc là, la structure, elle commence à se mettre en place, C'est les ça, choses commencent à changer. Qu'est-ce qui change exactement. en premier? Et toi, comment est-ce que tu vis en fait cette période où tu remets les choses en place, où tu continues à écouter Outils du manager au cas où? Oui. Comment ça se passe? Bah en fait, là, je suis juste là, je suis juste en mode warrior Ouais. à faire des heures de fou pour tenir l'activité, gérer mes salariés, tout en itérant et améliorant des petites choses, checker des petites choses, essayer des petites choses qui marchent pas, enlever, etc. Plus mettre en place le service comptable. Et donc, Donc j'ai est-ce que tu fait, sens que tu sors un peu de ce sentiment de prison ou pas encore? en fait, je sens, non, j'y suis parce que ben, je suis contraint de faire ça pour m'en sortir, mais j'y suis, mais par contre, je sais que je sens que je suis vraiment sur le bon chemin. D'accord. Et donc justement, tu m'avais dit, alors au bout d'un moment, t'as les outils finalement, puisque tu as allé, t'as même acheté des formations, etc. Le paradoxe, c'est que quand tu découvres les outils, finalement, t'es dans une situation, là tu l'expliques au niveau fiscal, etc., où t'as plus les moyens de pouvoir en fait vraiment appliquer, mettre les choses en place correctement. Donc finalement, tu développes le savoir, la compétence, et par contre, bah, la mise en pratique vraiment de ça, c'est pas vraiment possible. Donc qu'est-ce qui se passe après? Je sais que tu as suivi les formations, tu as suivi, je crois, l'entrepreneur libéré, tu as dû suivre Ouais, donc aussi le en, manager essentiel, etc. Mais en 2020, bah, j'estimais que bah, mon niveau de management n'était pas mauvais. ouais, Mais bon, là, tu as la boîte à qui tu veux ressembler, t'écoutes pas le patron de cette boîte, il a des formations. Bah là, une fois que tu as compris ça, bah, je vais sur son site, il y a marqué acheter toutes mes formations en 5000 euros. Amérique. Voilà. Ouais, aujourd'hui, ça va pas augmenter, je crois. Il y a plus de formations, mais acheter toutes mes formations 5000 euros. Et Et là, on s'est structuré, il y a une équipe voilà, c'est qui ça. sait quand Et même puis, ce il que faut te c'est. payer, quoi. Ben voilà, Mais, exactement. voilà, mais du coup, voilà, je clique sur acheter les formations, j'achète toutes les formations. Ah bah oui, là, j'ai déconné pendant 6 ans ou 5 ans. Là, il faut y aller, quoi. Et donc, Alors, dans les formations, juste pour ceux qui écoutent et qui savent pas forcément, il y hmm, a une partie donc management, comme tu le dis, donc le ouais, manager essentiel, le système d'organisation, etc. Puis c'est il y a une ça. partie qui est plus pour les entrepreneurs, et c'est justement l'époque où donc il y a l'entrepreneur, la formation l'entrepreneur libéré qui sort. T'as fait aussi bras droit gagnant plus tard pour apprendre à gérer l'entreprise avec un binôme en fait, hein, Hmm, à deux têtes, réalisateur et développeur. Et tu rejoins aussi le ciel. Il y a aussi le ciel à ce moment-là. c'est ça. Où Ouais. j'avais fait une petite lettre de motivation, puisque dans le Oui. ciel, Cédric, il se met à poil, hein. Il Ouais. monte tous les chiffres de ses boîtes, il dit ce qui va chez lui, ce qui va pas. On est au courant de tout ce qui se passe dans ses boîtes. Et puis j'avais fait une micro-lettre de motivation, voilà, je sais que tu suis dans ton milieu, mais voilà, si tu veux bien m'accepter, je suis quelqu'un de loyal, quoi. Mm. Donc voilà, il m'a accepté dans ses formations. Enfin, dans le ciel, c'était le ciel, ça. Les formations, j'avais le Ouais. droit. Tu payes, t'as le Oui, droit. tout à Mais fait. Et le ciel, je me souviens très bien parce que j'ai eu une discussion avec Cédric à ce moment-là. Et tu t'avais clairement dit, bah voilà, je suis un concurrent, donc est-ce que c'est OK? Et en fait, ça a donné pour moi une grande puissance en fait au ciel de se dire que même entre concurrents, en fait, bah, c'était possible de progresser ensemble. Ça, c'est quand même, je trouve que c'est quand même fort de pas avoir cette peur. Et ça reflète bien, je pense, le ton qu'on a voulu donner au ciel. Et quand j'en ai parlé à Cédric, il m'a dit, mais en fait, j'ai rien à cacher. Et ça, et, je crois que c'est un peu l'état d'esprit bah, que tu as aussi et que voilà et beaucoup. que beaucoup d'entrepreneurs ont, hein. En 2013, qui m'a donné confiance en moi, c'est un concurrent qui m'a conseillé un bouquin Ouais. qui s'appelle L'entreprise du bonheur de Tony Hsieh Ok. et qui prône donc la bienveillance en entreprise. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai eu toujours ce sentiment au fond de moi que la bienveillance dans l'entreprise a sa place. Ouais. Mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, les gens ils disent ouais, on est des winners, voilà, il faut penser qu'à soi, etc., etc. Et c'est vrai que ce livre de Tony Hsieh en 2013 me donne une grosse confiance dans non, ma manière de faire de bienveillante, elle a de la place. Mais c'est un concurrent qui m'avait conseillé ce bouquin. Et c'est vrai que entre entrepreneurs bienveillants, ça se fait souvent ça. Je veux dire, demain, il y a un concurrent qui Oui. m'appelle et qui est en galère. Eh ben, je vais l'aider. Moi, en 2000, c'était quand? C'était en 2022. Il y a un concurrent qui est venu. Il était désemparé parce qu'il avait plus de techniciens. Ouais. On a envoyé nos techniciens. Ouais.
Voilà, pour faire ses installs à lui, Il y quoi. a une vraie entraide. Alors après, on n'entend pas que ce discours-là. Hein. On n'entend pas que ce discours. Souvent, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est le discours inverse. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens bien en tant qu'entrepreneur. Oui. Voilà. Donc, Et c'est comme ça que les membres du ciel, hein, en général. et c'est comme ça que c'est comme ça que, et vous avez fait un travail incroyable, c'est que vous avez réussi à, alors, c'est peut-être un biais parce que, les gens qui sont au ciel sont des gens qui ont suivi les formations de Cédric, que les formations de Cédric prônent la bienveillance, et du coup, ça attire des entrepreneurs bienveillants. Mais, tu peux raconter un petit peu, ce que toi, qu'est-ce que c'est le ciel pour toi? Peut-être ce que tout le monde connaît pas. Qu'est-ce que toi, tu aimes dans le ciel? J'aime tout dans le ciel, mais le ciel, en fait, ça m'a apporté, j'ai plutôt envie de dire ce que ça m'a apporté, Oui. parce que en fait, avant j'avais un entourage de chefs d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, ça arrive souvent, et c'est vrai que mon entourage était très très dans l'ego. Alors quand je dis dans l'ego, c'est que dire ce qui va, surtout ne pas dire ce qui va pas. Et c'est vrai que quand tu dis pas ce qui va pas, en fait tu progresses pas. Et c'est vrai que dans le ciel, tout le monde se met à poil. C'est le premier à le faire, c'est Cédric. Le premier live, c'était Cédric qui monte ses chiffres, qui monte là où il a galéré, qui monte la structure qu'il a dû fermer, les salariés qu'il a dû licencier, où il le dit, parfois même avec la voix un peu tremblante, où tu sens que c'était un gros traumatisme pour lui. Et donc c'est le premier à se mettre à poil. Et du coup, forcément, nous derrière on suit. On me dit oui, moi, tout le monde se met à poil dans le ciel. Et c'est vrai que du coup, c'est comme ça que, en fait, tu te sens beaucoup moins seul, puisqu'en fait, le métier de chef d'entreprise, c'est terrible. T'es tout seul. Si tu réussis, t'es un voleur. Si tu plantes, t'es un escroc ou t'es un nul. Et en fait, il n'y a pas de place on n'est pas des humains en fait normaux, quoi. C'est vraiment ça, c'est un truc qui revient beaucoup. D'ailleurs, le dernier, on fait des apéros live sur le ciel où juste le but c'est de se rencontrer justement en tant qu'humain aussi derrière l'entrepreneur. Et alors, je vais pas dévoiler puisque ça reste des choses d'ordre privé, mais justement, il y a particulièrement là, je trouve, ce mois de septembre, des choses d'ordre privé qui sont venues, des problématiques avec des enfants, des maladies, des choses lourdes et qui ont leur place en fait, même si ça ne prend pas toute la place, mais voilà, on arrive comme on est avec tout ce qu'on est en fait. Exactement. Et puis du coup, on a cette place où tout le monde écoute tout le monde. Alors conseil, les conseils, c'est pas vraiment du conseil puisque c'est plus dans les groupes de pairs que ça se passe. C'est extrêmement cadré justement. Ouais. Et du coup, en fait, t'as un entourage où tu vois que tout le monde galère, donc tu te sens beaucoup moins seul. Et tu te dis, ok, c'est normal de galérer en fait en tant que chef d'entreprise. C'est normal, c'est un métier qui est extrêmement difficile. C'est normal de galérer, c'est normal de pas se sentir bien, c'est normal d'avoir ses difficultés. Donc en fait, t'arrives dans un environnement déjà où, en fait, c'est normal quoi. Et c'est pas toi, la petite merde, à 22 heures, en train d'essayer de t'en sortir. Et du coup, et après, vous avez des outils. C'est-à-dire que vous avez les lives qui apportent une grosse ouverture d'esprit. Pour moi, c'est ça, parce que c'est pas forcément des choses à appliquer. C'est en fonction de la période dans laquelle tu es, en fonction de la taille de ton entreprise, en fonction de la période dans laquelle tu es. Les lives sont pour toi ou pas, mais même s'ils sont pas pour toi, ça apporte vraiment une nouvelle vision des choses et voilà, une ouverture d'esprit. D'ailleurs, souvent, vous parlez, vous le dites, et je crois que toi aussi tu m'avais dit ça, que c'est un peu l'école de l'entrepreneur justement. Donc c'est vraiment un format masterclass où tu es là pour te cultiver en fait et t'éduquer en tant qu'entrepreneur. Exactement. C'est mieux dit que moi, mais oui, c'est exactement ça. Et puis après, tu as les groupes de pairs. Les groupes de pairs, c'est super intéressant parce que tout le monde apprend. Tu as le gars qui a sa difficulté, qui vient avec sa difficulté, et la structure de votre groupe de pairs amène à ce que, en fait, la personne qui était dans le brouillard arrive avec une vision des choses en fin de groupe de pairs qui est dégagée. Voilà. Et puis nous, en tant qu'entrepreneurs, en fait, ça nous éduque à trouver des solutions à des vraies problématiques d'entrepreneurs données à chaque fois. Ouais. Et en fait, du coup, même moi aujourd'hui, j'ai des réflexes où je vais plus facilement trouver une solution sur une problématique d'entrepreneur parce que 2 fois par mois, dans les groupes de pairs, je suis exercé à ça. Ouais. Et ça fait quand même 3 ans, 2 fois par mois. Ça fait quelques... Ouais. Je participe souvent pour avoir ça, pour avoir ce gain-là d'apprendre à résoudre des solutions, à trouver des solutions. On revient aussi à ton fonctionnement, je trouve, parce que c'est important. Tu viens souvent,
tu t'exprimes. Donc je pense qu'il y a ça aussi, il y a l'entraînement, le fait de dire ok j'y vais et j'essaye, C'est ça. je prends la Puis si parole, je le fais. c'est mauvais, hein, on s'en fout. C'est ça. Donc on n'est pas dans le conseil, tu dois faire comme ci comme ça. C'est voilà alors le groupe de pairs c'est très cadré. Je le dis quand même pour ceux qui connaissent pas. C'est un principe de co-développement où on va poser une problématique, la problématique d'un des membres, et puis tous les autres sont là pour venir en fait lui ouvrir son regard, montrer toutes les faces du dé comme je dis souvent, et l'aider à clarifier et à tirer le fil, trouver les ressources pour que lui il soit en capacité d'avancer en fait sur cette problématique et de la résoudre et de sortir aussi beaucoup plus calme et serein. Ça c'est souvent un gros effet aussi du groupe de pairs. Donc voilà, ça c'est vraiment le déroulé en fait très cadré, ça dure 1 heure, on est 8 maximum et ça se passe comme ça. Donc tu viens, t'es aussi très cash dans les groupes de pairs, mais dans la vie en général, je pense que Dans la vie en général, ouais. voilà, et je sais que ça fait un miroir qui est très aidant pour beaucoup. Donc il y a vraiment ce côté-là que tu décris, c'est-à-dire que ça aide le père qui passe et puis ça t'aide toi, puisqu'en fait les deux font miroir l'un à l'autre finalement. C'est ça. Ok. Il y a un groupe de pairs d'ailleurs, parce que toi tu en as fait aussi pour solliciter, pour être aidé. Est-ce qu'il y a un groupe de pairs, un cap important que toi tu as passé en groupe de pairs, tu as le souvenir de ça? Alors pas particulièrement, mais en tout cas je sais qu'il y a des remarques qui sortent en groupe de pairs qui aujourd'hui Oui. m'accompagnent encore, Ok. ou qui ont été faits avec. Alors les groupes de pairs c'est très cash, mais c'est cash dans la bienveillance. C'est-à-dire que il y a jamais aucun jugement de valeur, et puis c'est pour ça aussi que j'ai pas peur d'être cash. C'est qu'il y en a pas un il y a pas de confrontation. C'est que t'es cash, tu dis ce que tu penses, mais tu sais que il y a aucun jugement de valeur et donc c'est pas mal pris. C'est un avis en plus quoi. Parce que tu ne viens pas aussi en disant, voilà, c'est comme ça, c'est la vérité. Exactement. Donc voilà, ça permet à la personne d'arriver avec plein de vérités qui sont différentes de la sienne, en fait. C'est ça aussi qui est C'est exactement ça. intéressant. Ok, donc le ciel, donc pendant au moment en fait où c'est après ta liquidation, c'est à quel moment que tu rejoins le ciel? Alors c'est après ma RJ, Ouais. mais c'était encore sur l'entreprise française. Voilà, c'est l'entreprise française. Et donc finalement, oui, c'est à ce moment-là, donc quand tu liquides, justement, tu as un soutien, je pense, avec le ciel. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu plus comment toi, tu as vécu ces défaillances? Tu nous parlais, si tu peux revenir un peu plus en détail, tu nous parlais fin 2023 qu'il y a eu des défaillances qui ont conduit justement à ce que tu n'aies plus de trésorerie, à ce que tu liquides, etc. Qu'il y avait quand même une structure qui était solide. Donc finalement, c'est un moment où tu as structuré, tout semble pouvoir finalement bien marcher. Et puis, en fait, tu penses que tu vas éviter le pire et le pire arrive quand même. Le pire arrive, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, le pire arrive quand même. Alors, finalement, il faut encaisser, t'en as parlé tout à l'heure. Mais tu m'as dit aussi, ça dure 1 semaine. Comment toi, t'as vécu vraiment cette période et comment t'as rebondi de ça? Qu'est-ce que t'en gardes peut-être de cette chute? Ce que j'en garde, en fait, j'arrive pas à comprendre ce que tu cherches dans cette question. Ah, alors ce que je me demande, c'est qu'est-ce que ça a transformé en toi? C'est, enfin, c'est un échec quoi. C'est un truc que j'aurais pas voulu qu'il arrive quoi. Et c'est arrivé quand même. Et en fait, quelque part, j'ai tout perdu. Enfin, parce que j'ai tout mis dans cette entreprise. Donc financièrement, tu démarres à zéro aussi. T'es au plus bas, quoi. Donc, t'as pas envie de vivre ça. Non. Et ça fait quoi, justement, que ça arrive? Et parce que tu dis là ce que tu as détruit, mais je sais aussi que ça a construit d'autres choses derrière. On va le voir Ouais. ensuite. Donc finalement, ouais, qu'est-ce que ça détruit? Qu'est-ce que ça construit? Ça construit rien, ça détruit. Mais Ça détruit que pour toi. Ok. enfin, moi, ça n'a rien construit. Je veux dire, y a rien que je capitalise sur cette liquidation. Et pourtant, tu redémarres. Et je redémarre. Et puis ça a mis 1 semaine. En fait, pendant 1 semaine, après c'était très pragmatique. Hein, je veux dire, moi je suis dans le flou et pas bien quand je suis pas dans l'action.
Ouais. Donc c'est-à-dire que juste avant, jusqu'à ce que j'ai pris une décision, c'est vraiment difficile. À partir du moment où j'ai pris la décision de liquider, après je déroule. Après c'est bon, je veux dire, ok c'est dur de parler aux salariés, d'expliquer, etc. Ouais. Mais après je déroule. Après on trouve les solutions, on fait ce qu'il faut. C'est quoi la conséquence? Ah ok, qu'est-ce qui se passe? Ah le stock va être saisi. Ok, ah c'est mon bâtiment. Comment je fais pour préserver une part de revenus parce que c'est mon bâtiment qu'il faut rembourser la banque, etc. Après tu cherches des solutions quoi. Mais jusqu'au moment où t'as décidé, la problématique, c'est la façon dont je me sens mal, c'est jusqu'à ce que j'ai décidé. Quand j'ai décidé, ça va. Et du coup, ok, tu déconstruis en fait. Là, tu organises ta chute, tu organises le fait de liquider ton entreprise. Hein, on pourrait faire un podcast complet sur ça. Et puis derrière ça, donc, tu te poses la question de ce que tu vas faire après, puisque t'es en train d'organiser tout ça, t'es en train de consoler tes salariés qui auront plus de boulot, mais toi t'as pas de chômage derrière. Et qu'est-ce que tu fais après quoi? Et c'est vrai que du coup, moi ça fait, alors on a eu un projet dans l'entreprise française sur lequel on a eu un prix de l'innovation. Et sur lequel on a eu un premier prix d'un beau concours à Strasbourg. Donc c'est cette fameuse machine industrielle. C'est cette fameuse machine industrielle, c'est ça. Et en fait, on a essayé dans l'entreprise française, nous on est distributeurs dans l'entreprise française, donc on a essayé dans l'entreprise française de trouver un fabricant pour nous fabriquer cette machine. Et de manière générale, la même frustration que j'ai eue quand j'ai démarré ma boîte en 2012, de dire ok, maintenant je veux mettre les choses en place pour qu'on puisse grossir, pour qu'on puisse organiser l'entreprise, etc. Là en fait j'avais accumulé pendant toutes ces années la même frustration de la part des fabricants que je distribuais, où en fait pourquoi ils ont conçu la machine comme ça. C'est vraiment pas pratique pour mes clients, c'est pas pratique pour mes techniciens. Et là, en fait, en recherchant un fabricant pour ma machine industrielle, en fait, j'avais de nouveau les mêmes frustrations qui jaillissaient. Et c'est vrai que quand j'ai liquidé la société de distribution, je me suis dit, je veux plus de cette frustration, il faut que je devienne fabricant. Donc c'est un switch quand même. C'est un switch et puis tu montes de level. Tu t'es déjà planté en tant que distributeur et puis maintenant tu veux devenir fabricant. Qu'est-ce qui t'arrive, Ludo? Mais techniquement, je sais qu'on a les ressources pour le faire, que j'ai les ressources pour le monter, ce projet. Et du coup, je décide de devenir fabricant. Donc la première étape. C'est ça qui t'a redonné l'envie de. En fait, c'est plus le fait de pas lâcher ce projet-là. D'accord. On a eu le prix de l'innovation, quoi. Je veux dire, à chaque fois que j'en parle à un enseigniste, il me dit, mais Ludo, tu vas changer le métier, là. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est les retours qu'on a. Okay. Et du coup, quand t'as ces retours-là où on te dit, tu vas changer le métier, t'as eu un prix d'innovation sur cette techno, qu'en plus, on est les seuls les concurrents pour réussir à sortir une techno comme ça. Ils vont devoir s'accrocher. Et là, tu te dis, mais ce projet, je veux pas le lâcher. Et on n'a pas trouvé de fabricant dans ma structure française. Et là, ce projet, je veux pas le lâcher au point où c'est moi qui vais devenir le fabricant. Donc, tu repars à zéro en deux. Tu repars à zéro, t'as plus rien, et je repars là-dedans. Ouais. Okay. Alors, parce que justement, tu peux nous expliquer en fait ce nouveau départ. Donc là, on sait aujourd'hui que tu es en Suisse. C'est quoi ce nouveau départ, ce nouveau cadre? Qu'est-ce que tu as finalement... Voilà, je sais que c'est le moment où tu peux processer un peu tout ce que tu as appris, tu arrives à poser les fondations. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Oui, alors rapidement, pourquoi la Suisse? Parce que les gens ils vont se dire, il est parti là-bas, voilà. Mais en fait, c'est plus dur de démarrer en Suisse qu'en France. Hein. La France est merveilleuse pour démarrer une boîte. C'est une catastrophe pour la maintenir après. Mais en tout cas, c'est vraiment un pays merveilleux, la France, pour démarrer une boîte. Et si on démarre de zéro, il vaut mieux démarrer en France. Mais en fait, clairement, j'ai décidé de liquider. Je commence à mettre ça en place. J'ai ce projet-là. Je dis, mais ça, je sais que je veux pas le lâcher. Il faut aller très très vite, puisque moi, j'ai pas de chômage derrière. Donc, il va falloir que j'ai des revenus. Et du coup, direct, même pendant que je gère la liquidation, j'appelle mon avocate qui à ce moment-là les avocats c'est toujours compliqué à joindre, mais à ce moment-là ils savent elle sait que j'en ai besoin, et puis elle décroche assez rapidement, et puis je lui dis on est d'accord que la liquidation là, j'ai tout fait comme il faut.
Elle me dit, ah bah oui, monsieur Wendling, ah bah si on avait des dossiers de liquidation tout le temps comme ça serait beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Je dis, ok, bah super, micro-fierté dans le bordel. Et du coup, je dis donc, j'aurais pas d'interdiction de gestion. Il me dit, ah ben non, non, là, il n'y a aucune interdiction de gestion, c'est pas justifié, vous avez liquidation. Au moment où vous en êtes rendu compte, vous aviez 45 jours pour réagir, vous avez réagi au bout de 15 jours. Non, non, tout va bien. J'ai dit, ok, donc je peux recréer une boîte. Et puis elle me dit, ah non, monsieur Wendling. Ah non, 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 non. Ah non, vous n'avez pas recréé de boîte. Et je dis, il faut déjà encaisser, faut que vous encaissiez votre échec, il faut que vous, financièrement, vous n'avez plus rien. J'avais déjà payé ses honoraires, hein, pensez pas à ça. Ouais. Oui. Mais financièrement, vous avez plus rien, il faut vous reconstruire là. Je veux dire, vous n'allez pas recréer une boîte. Et encore pas en France, parce que vu que j'ai laissé de la dette fiscale, bah mon nom il est quelque part gravé chez les impôts. Et puis ben un gars qui a planté une boîte, qui a laissé, on parle quand même de sommes à 6 chiffres d'impôts qui n'ont pas été payés. J'en suis pas fier du tout, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Du coup, un gars comme ça, quand il recrée une boîte, c'est louche. Et l'administration fiscale, quelque part, elle fait son métier. C'est louche, donc on va le contrôler. On va contrôler ce qu'il fout, celui-là. Il a liquidé une boîte avec 13 personnes, il redémarre, tout de suite derrière, à la même adresse. Oui, c'est bizarre. Bah oui, mais c'était mon bâtiment, bien sûr, je démarre à la même adresse. Mais voilà, quoi. Et c'est vrai que du coup, elle m'a dit, mais faites pas ça, vous allez vous prendre des contrôles qui sont justifiés, mais vous n'allez pas pouvoir encaisser une liquidation, ou démarrer une nouvelle boîte, mais vous êtes foufou. Mais en plus, avec l'administration fiscale aux fesses, parce que c'est louche, ne faites pas ça. Et j'insiste, et puis à la fin, elle est lassée, elle me dit, mais monsieur Wendling, faites ce que vous voulez, mais pas en France. Donc, tu pars. Et donc, je pars. Mais je crois que tu es invité en Suisse. Ça veut dire quoi que tu es invité en Suisse? Alors, je suis invité en Suisse, c'est-à-dire qu'en fait, en Suisse, pour rentrer en Suisse, pour démarrer une boîte, il te faut 1 an. C'est aussi simple que ça. Okay. Parce que tu peux pas créer une boîte en Suisse si tu n'habites pas en Suisse. Et puis, j'ai une personne que je connais depuis 15 ans, moi je dis les choses, hein, c'est-à-dire que mes salariés, ils ont su, une semaine après que j'ai liquidé, ils ont tout de suite su. Ils ont vécu la liquidation avec moi. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais c'est comme ça que moi j'étais capable de le gérer. J'aurais pas été capable de le gérer en leur cachant. Mais je sais que c'était pas un cadeau que je leur ai fait parce que je sais qu'ils l'ont mal vécu. Je pense qu'ils auraient préféré savoir du jour au lendemain qu'on allait liquider. Parce que intéressant ça, la question de comment tu communiques, à quel moment faut le faire, etc. On a pas mal de questions là-dessus et Cédric va préparer d'ailleurs un épisode là-dessus. Qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas dire, quand faut le dire, parce qu'effectivement c'est une vraie question, ouais. Cadre-toi juridiquement parlant, mais une fois que c'est cadré juridiquement parlant, moi mon conseil c'est de faire comment tu te sens à l'intérieur de toi. Comment tu fais, parce que c'est tellement difficile que si tu vas contre toi-même, c'est impossible en fait. Tu peux pas jouer un rôle en fait. Si tu joues un rôle, c'est mort. Ouais. C'est trop dur. Il y a trop de choses à gérer dans cette période-là. Si en plus tu dois jouer un rôle, c'est impossible. Donc j'ai été nature et puis je leur ai dit 1 à 1 puisqu'on allait 1 à 1. Donc j'ai profité des 1 à 1 pour leur dire. Ils revenaient du 1 à 1 chacun la tête voilà avec la mauvaise nouvelle. Mais voilà, j'ai décidé de leur dire tout de suite parce que je voulais pas leur cacher. Mais je sais que certains l'ont très mal vécu. Ouais. D'accord. Parce que 5 semaines à bosser, continuer de bosser, liquider, vendre un maximum de stock pour pouvoir payer les fournisseurs, pour pas entraîner les fournisseurs dans ce bazar, être à fond. Ils ont été à fond. Parfois ils l'ont été un peu moins, et parfois ils l'ont été vraiment. Parfois ils m'ont soutenu, parfois pas. Parfois ils ont cru que j'avais organisé tout ça. Malgré que j'ai été vrai et que je leur ai dit, forcément je peux pas leur en vouloir, ils l'ont cru. Donc ça a été vraiment une période très chahutée, mais je regrette absolument pas de leur avoir. Enfin en tout cas c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, mais il faut faire les choses comme on se sent parce que sinon c'est pas possible. Et du coup pour l'invitation en Suisse, donc cette personne elle me connaît depuis 15 ans, donc je dis les choses et puis moi elle l'a su. Et puis je dis il faut que je parte de la France. Donc j'hésitais avec le Luxembourg parce que j'avais déjà étudié le Luxembourg il y a très longtemps. Et puis il me dit mais non en Suisse tu vas mettre 1 an à rentrer. Moi je t'invite, tu viens. On crée la boîte ensemble. Et je t'aide à s'installer en Suisse. Je te montre tout ce qu'il faut faire.
Et une fois que tu es installé, tu rachètes les parts, tu rachètes les parts de la boîte. Donc c'est un D'accord. gros coup de main que j'ai eu. Ouais, Euh, sûr. Mm. parce que, Donc parce que lui, sinon, il te fait cette confiance-là, il t'aide là-dessus, et sinon, oui, c'était, effectivement, ça aurait tout décalé dans le temps. ça aurait pas été possible en fait de rentrer en Suisse parce que bah du coup il faut d'abord que tu trouves un boulot, Ouais. d'abord que tu rentres en tant que résident et ensuite que tu crées la boîte, Il y a beaucoup chose de qui était garanties à voilà, montrer. c'était pas possible. Donc là, bah, cette personne, donc ça se fait, hein, c'est courant, hein, je veux dire, Oui, tout à fait. Mm. c'est assez courant d'être invité de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'il faut une personne de confiance parce que chez le banquier, il s'est porté garant. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est une sorte de Et c'est garant. Ok. et c'est une personne qui est là qui est en Suisse et puis qui est connue de tout le monde. Donc si moi je me plante, et ben Il je assume trahis sa avec toi, finalement. Mm. c'est ça, je trahis D'accord. sa confiance ou voilà. Donc c'était une très grosse confiance qu'il a mis en moi, Ok. qui m'a permis de venir entreprendre ici quoi. Et alors, tu disais donc cette nouvelle entreprise, tu l'as pas structurée de la même façon. Ah, rien à voir. Voilà. En- Alors, en- c'est-à-dire. Alors, en fait, bah, j'ai fait la formation. J'achète un peu les formations au DM, un peu dans le même de Kiernan qui sort. Ça m'arrive souvent de l'acheter. On va pas la BDG était intéressante, mais Alors, BDG, bras droit gagnant. bas droit gagnant, c'est ça. C'est une formation. En fait, toutes les boîtes, de mon observation, toutes les boîtes qui réussissent vraiment très bien, c'est des boîtes où tu vas avoir euh, ce que vous avez décrit dans Bras droit gagnant, c'est qu'on a un binôme qui roule, où il y a un gars qui va être carré, s'occuper de l'administratif, et l'autre qui porte un peu le drapeau. Et du coup, vous Alors, l'avez bien... juste si je le dis tel que on essaye de le faire passer dans la formation, Ouais, c'est tu as une personne qui est là pour porter la vision, quand tu dis porter le drapeau, c'est porter ça. la vision et être tourné vers l'extérieur, développer, etc. Puis tu as une personne en fait qui est justement dans les coulisses, qui structure, qui manage, qui fait en sorte que tout tourne en fait au quotidien. C'est ça. Et, euh, et du coup, bah, quand j'ai fait cette formation, bah, j'étais encore dans la boîte française. Mais on sortait d'RJ, on avait la menace du plan à payer. C'est pour ça que j'ai lancé les gros projets aussi pour faire une grosse croissance. Euh, et en fait, inviter un réalisateur là-dedans, Hmm. c'était bien organisé. Mais c'était quand même, entrepreneurialement parlant, c'était dur. À risque. Et- Ouais. à risque. Et ce risque-là, je voulais pas le faire porter à des potentiels réalisateurs. Et puis, j'avais pas forcément croisé les réalisateurs qui avaient forcément les épaules Hmm. de prendre ça. Et vu que c'était extrêmement fragile comme entreprise, euh, je voulais pas qu'ils se sentent responsables. C'est que la bascule était dangereuse. Visionnaire réalisateur avec une entreprise de ce type-là, Oui. euh, rentrer dans cette bascule-là, se planter, et le réalisateur qui se sent coupable, alors que c'est moi qui ai fait 10 ans de pour en arriver là, ça je voulais pas non plus. Et donc c'est vrai que j'ai pas réussi à appliquer BDG dans la Direct. boîte française, Hmm. mais par contre, moi j'en connaissais les bénéfices. Ouais. Il était hors de question de créer une nouvelle boîte sans ça. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, concrètement, c'est quoi? Parce que je sais que tu m'as beaucoup dit, hein, j'ai appliqué à 100%, et tu disais tout Ouais. à l'heure, si t'appliques, t'es dans le top 20% de ceux qui réussissent. Alors, C'est ce que vous dites, et puis je trouve que la formule, elle est pas trop mauvaise, où il suffit d'appliquer les méthodes pour être dans le top 20%, même si tu comprends rien du tout, tu fais les méthodes, et après c'est de toute façon l'expérience qui va t'apprendre le reste. mm, Mais ces méthodes-là donnent une très belle trame, et au point où, rapidement, je suis arrivé en Suisse. Je pensais pas que j'allais pouvoir trouver autant de boulot aussi rapidement. J'ai dû ouais, recruter mon premier salarié au bout de 15 jours. Donc rien à voir avec l'ancienne équipe française, hein. J'ai mm, recruté un nouveau salarié. Euh, et, euh, et du coup, je cherche du coup un bras droit. Je me suis perdu. Qu'est-ce que je voulais te dire? Euh, tu disais que tu as appliqué à 100% les méthodes ODM et que ça marche à tel point que c'est comme ça que tu avais commencé. Ouais, ça marche C'est à tel ça? point que donc Oui. je cherche mon bras droit. J'ai proposé ça à ma sœur qui m'aidait déjà dans l'entreprise française. Et dans la famille, on est vraiment très solidaires, donc je voulais pas qu'elle rejoigne son frère pour l'aider. Je voulais vraiment que ça soit son projet à elle. Je voulais un vrai réalisateur. Je voulais pas une sœur qui m'aide. Ouais. Du coup, moi, on a mis très longtemps à choisir, mais à partir du moment où elle a décidé, non, non, moi, ce projet, il m'excite, je veux y aller. À partir du moment où on a décidé ça, donc elle a pris des parts de la boîte.
Et on a mis en place BDG à la lettre. Et au deuxième, donc on a des revues trimestrielles chez BDG. Oui. À la deuxième revue trimestrielle, mais j'ai eu une vision, mais d'une clarté sur mon entreprise que je n'ai jamais connue dans les 13 ans d'entrepreneuriat avant. C'est vraiment hallucinant à quel point cette méthode donne une vraie clarté de où tu vas, comment tu y vas. Donc c'est segmenté, hein, c'est vraiment très très méthodique. Tu as des projets, tu suis les projets de manière hebdomadaire. Tu as un tableau de bord qui est obligatoire tous les mois et tous les trimestres. Et c'est vrai que vu que tu as positionné un objectif avant, ben en fait il y a pas de débat. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Ouais. Et si tu n'es pas dedans, ben, tu réajustes tes projets pour être dedans la prochaine fois. Donc, et c'est vrai que cette clarté-là, je l'ai jamais eue. Et si j'avais eu cette clarté-là, clairement, j'aurais clairement pas engagé des projets qui étaient peut-être un peu trop lourds. J'aurais peut-être liquidé la boîte avant. C'est possible aussi. D'ailleurs, dans cette méthode, hein, on dit bien, t'as un réservoir de projets. On lance surtout pas tout. Oui, Et d'abord, on met dans le réservoir. Et alors, qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir cette vision, cette structure claire, etc. Concrètement, ça change quoi pour toi dans ton rôle, bien sûr dans les résultats de l'entreprise, mais dans l'équipe aussi? Qu'est-ce que ça change? Bah en fait, ces tableaux, ils sont partagés avec l'équipe. Mm-hmm. Donc en fait, tout le monde sait où on va. Tout le monde sait quel est le projet prioritaire de la boîte. Tout le monde sait combien il faut rentrer de chiffre d'affaires. Et en fait, on avance à l'unisson, clairement. Et donc, c'est plus le bordel que tu décrivais quand tu te sentais en prison. Non, on navigue pas à vue, quoi. Même si j'avais pas l'impression de naviguer à vue. Mais clairement, avec BDG d'appliquer, avant on naviguait carrément à vue. Hein. Oui, tu disais pas que tu naviguais à vue. D'ailleurs, tu parlais de casseroles sur le feu. Tu surveillais les casseroles sur le feu en permanence. Alors ça, c'était pour le management. En fait, c'était la question du management, c'est-à-dire que quand j'estimais que je manageais plutôt bien, et après j'ai acheté les formations de Cédric. Et tu me demandais la différence, c'était que quand je manageais moi, avec mon expérience, j'avais l'impression d'avoir des casseroles sur le feu, à toujours devoir les surveiller. Et quand j'ai fait la formation qui est la formation manager essentiel, c'est ça. Oui. Je suis passé d'un management où j'avais des casseroles sur les feux à un management par méthode où j'étais serein. J'ai vraiment pris de la sérénité grâce aux formations de Cédric dans le management, alors que j'estimais savoir déjà manager. Mais c'est beaucoup ce que tu dis en fait pour bras droit gagnant, la mise en place de cette structure. C'est vrai. En fait, c'est un plan que tu appliques, une méthode, voilà. C'est une méthode que tu appliques de manière simple, et en appliquant cette méthode, tu es sûr d'aller dans la direction que tu veux aller, et tu es sûr d'avoir une bonne vue sur ton entreprise. On a une vue, on a la vue sur le trimestre qui va arriver. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, c'est difficile, il y a un décalage entre le fait que tu entends que c'est la bonne méthode et le fait que, oui, mais moi, dans mon problème, dans ma situation, c'est un peu particulier, etc. C'est un truc qu'on entend énormément. Oui. Mais finalement, une fois que le plan, que la structure est appliquée, à l'intérieur, tu gères les problèmes, tu gères toutes ces situations. Absolument. Et c'est ce switch-là que tu as réussi à faire, j'ai l'impression. C'est ça. C'est ça. Après, c'était plus simple en démarrant de zéro. Hein. Oui, parce que tu as pu vraiment tout reconstruire. C'est ça. Mais par contre, si t'as pas une entreprise en difficulté, il faut le faire, quoi. Je veux dire, ça, c'est même pas voilà. Ces entreprises en difficulté, effectivement, faire ce switch bras gagnant. Moi, je l'ai pas fait. Je suis content de pas l'avoir fait. Mais par contre, s'il y a une entreprise qui roule, le switch, il est évident. Après, comme tu dis, il y a des conditions qui sont importantes pour pouvoir le faire. Donc, effectivement, peut-être c'était pas le moment à l'époque. Et tu me disais même que cette nouvelle entreprise, finalement, tu vois pas vraiment d'entreprise aussi structurée que la tienne. Donc, finalement, aujourd'hui, c'est quoi ta confiance? Quel dirigeant, toi, peut-être tu es devenu? Qu'est-ce qui a changé vraiment pour toi? Tu vois, peut-être dans la confiance que tu vas avoir pour la suite, ou je sais pas. C'est pas moi qui dirige. C'est pas moi qui dirige, c'est aussi simple que ça. Moi, je suis le visionnaire, je suis pas le réalisateur. Donc c'est ma sœur c'est ma sœur la chef d'entreprise, dans le non chef d'entreprise, à savoir qui fait en sorte que ça roule au quotidien. Et moi je suis visionnaire, bien sûr j'ai un rôle opérationnel dans l'entreprise, j'en ai plusieurs des rôles opérationnels dans l'entreprise, mais c'est pas moi qui fait en sorte que la boîte roule au quotidien. Moi je gère les problèmes, je trouve les solutions là où il faut les trouver, j'apporte la vision, je dis on va aller dans cette direction là. Et puis elle me dit hop, ça c'est pas maintenant qu'il faut en discuter, c'est au point trimestriel.
Donc ok, moi je respecte, hein, c'est elle de chef d'entreprise. Au point de trimestriel, elle a noté ce que je lui ai dit 3 mois avant que j'ai oublié. Et puis on en discute et puis on définit les projets de la boîte. Donc en fait, c'est elle qui fait rouler la boîte, c'est pas moi. Donc c'est simple, c'est pas moi qui dirige aujourd'hui. Donc Alors, voilà ce qui a changé. alors tu fais quoi? Alors je Tu fais quoi? contribues, certes, tu produis aussi, etc. Mais alors c'est quoi ton rôle? Tu le définirais comment maintenant? Tu parles dans la gestion d'entreprise ou ou au quotidien le côté opérationnel? Ton rôle pour la boîte dans la gestion de l'entreprise, dans la direction quand même de l'entreprise. Euh, c'est moi qui connais le marché, c'est moi qui connais les Ouais, clients, ouais. c'est moi qui définis dans quelle direction on va, enfin qui le soumet à ma sœur. C'est T'impulses. décidé entre nous et ensuite c'est validé par les salariés. C'est-à-dire que au moment où on présente aux salariés le résultat de notre réunion trimestrielle, ils peuvent encore faire des remarques. Alors on n'a jamais eu de remarques qui faisaient nous faire changer la stratégie, mais ils ont encore des remarques qui peuvent arriver de l'équipe et des gens qui sont sur le terrain, quoi. Oui, Donc d'accord. bon, j'y suis aussi sur le terrain, mais de l'équipe C'est une on vraie peut encore connexion. Ouais, on peut encore terrain. avoir des remontées, c'est ça. Ok. Mais j'apporte la vision, la vision marché, je donne les directions, et on cale ensemble les projets prioritaires, et puis après on taffe, on fait les projets, quoi. Ok, donc une fois que tu as créé les fondations finalement avec ce bras droit, après tout fonctionne et suit de cette façon-là. Tu C'est m'as ça. dit quand même que sans le ciel, tu n'aurais pas pu redémarrer. Pourquoi? Parce que mais j'aurais pas pu démarrer, j'aurais pas pu gérer ma liquidation avec sérénité non plus, parce qu'en fait, oui, ok, j'ai eu une semaine où il a fallu décider, mais globalement, ça a été, j'ai géré ça avec beaucoup de méthodes, j'ai fait une chose après l'autre. Enfin, je veux dire, la façon dont ça a été géré, au final, je suis quand même assez fier de la manière dont je l'ai géré. Je suis pas fier du résultat ou que ça arrivait, mais la façon dont j'ai réussi à gérer tout ça, je trouve que j'ai plutôt performé. Le ciel là-dedans, ça m'a tout appris en fait. Ça fait 3 ans que je suis dans le ciel. Ça fait 3 ans que j'entends, que j'apprends via les situations difficiles du groupe de pairs. Ça fait 3 ans que j'ai accès à des lives qui me donnent de l'ouverture d'esprit, où on a parlé de défaillance d'entreprise déjà. On en Voilà, parle ça fait. encore. C'est un sujet récurrent, bien sûr. Ouais, mais voilà, je veux dire, ça fait 3 ans où je suis biberonné à la méthode, dans la gestion d'entreprise, dans la gestion des situations. Et du coup, clairement, si vous m'aviez pas donné cette vision de la gestion d'entreprise, c'était déjà impossible. Enfin, j'aurais pas géré ça à l'instinct. Enfin, je veux dire, ça aurait été une catastrophe. J'aurais fini bien moins enfin j'aurais fini avec beaucoup plus de conséquences négatives que ça, Mm. et j'aurais jamais eu l'énergie de redémarrer, hein. Oui, donc il y a quand même cette question d'énergie, parce que tu parles beaucoup de méthodes et donc ça t'a Mm. construit en tant C'est qu'entrepreneur. ça. Mais tu as parlé aussi du fait que l'ego a été travaillé, que cette notion d'énergie, que tu peux justement avoir ce soutien, le fait aussi de pas se sentir seul parce que tout le monde a finalement les mêmes problématiques, etc. Donc il y a vraiment aussi ce côté, la vitalité que ça t'a apporté alors. Ok. C'est ça. Ok. Et puis de savoir que je peux avoir mes pairs, c'est que si il n'y a pas de problème insoluble, Ouais. si vraiment, enfin des groupes de pairs, on en a, c'est plutôt rythmé chez vous, mais Oui. s'il y a besoin d'un groupe peu de pairs d'urgence, c'est possible aussi. Donc s'il y a une grosse urgence, je sais que j'ai accès. J'ai accès à 8 chefs d'entreprise qui résonnent et qui ont l'habitude de raisonner à la sauce ciel, quoi. Ouais. Ouais, et qu'on peut activer, c'est le joker C'est qu'on ça, peut. j'ai accès à toi et Cédric aussi, je veux dire, mine de rien, Oui, oui, bien sûr. pour me donner cette vision des choses. Mm. J'ai accès, en fait. J'ai accès, je suis pas tout seul, en fait. Je suis Mm. pas tout seul. Même des situations extrêmement difficiles à gérer, je ne suis pas tout seul. Ouais. Et vraiment, le ciel, c'est ce que ça apporte. Et je pense que l'un des grands mâles des chefs d'entreprise, c'est la solitude. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup et c'est ce que beaucoup trouvent dans le ciel, effectivement. C'est ça. Et puis, le ciel résout ça, clairement. Alors, peut-être, bon, t'as eu un discours assez cash, hein, je pense que on est vraiment avec toi, tu vois, quand tu racontes. Avec le recul, quand même, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé entendre, tu vois, si t'as... Alors, je sais que tu veux pas donner de conseils et que c'est pas vraiment ton état d'esprit, mais plutôt si toi, tu te projettes,
Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Plus tôt, peut-être. Ah, mais en fait, il n'y a pas d'école de chef d'entreprise. Et en fait, le problème, il est là. C'est que je me suis débrouillé par moi-même, pas parce que je pensais faire mieux, mais parce qu'il n'y avait pas de choix, en fait. Ouais. Et c'est vrai que quelque part, avec EDM, vous avez fait mon éducation en tant que chef d'entreprise, quoi. Vous avez été mon école de chef d'entreprise, en plus avec une formation continue via le ciel, quoi. Si on doit résumer ça, c'est ça, quoi. Ok, ok. Tu disais, quand je t'ai demandé, en préparant l'épisode, ce serait quoi ton message clé? Tu m'as dit, je te cite, je pense à peu près exactement, tu ne contrôles rien, tu vas apprendre à coups de baffe. Ce chemin, c'est une forge. Tu vas échouer plus souvent que tu vas réussir. Tu vas te transformer, pas ton business, mais toi. Mais tu peux apprendre, tu peux changer. Ouais. Ça résume bien, c'est que, en fait, je me suis construit, enfin, je veux dire, en tant que chef d'entreprise, c'est moi que je me suis construit, quoi. Je veux dire, c'est un chemin personnel, en fait, hein. Oui, complètement. Et d'ailleurs, on le sent bien, puisque finalement, tu décris, c'est pas les problèmes que tu évites, hein, c'est vraiment la façon dont tu les gères et ce que tu en fais. Si tu devais retenir qu'un seul outil, alors tu as parlé beaucoup d'itération, est-ce que c'est ça que tu transmettrais à quelqu'un qui, lui, veut progresser, en fait? Ah oui, le centre de ma vie, c'est l'effet cumulé de Darren Hardy. C'est vraiment le centre de ma vie. On progresse tous les jours à petits pas. Sur 1 an, sur 10 ans, la différence, elle est monstrueuse. Donc, ce qui drive ma vie, c'est Darren Hardy, l'effet cumulé. Ouais. Ok. Voilà, donc si éventuellement un conseil à donner, c'est lisez ce bouquin et appliquez-le à la lettre. Voilà, éventuellement, mais bon, de toute façon, chacun a son propre chemin. Tout à fait. En tout cas, si on peut mettre ce livre entre les mains, ça peut... Oui, je l'ai offert à plein de monde. C'est vraiment le livre qui m'a transformé, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et quelque chose que tu as envie de... Non, non, ça me dit rien. Après, voilà, c'est toi qui drive le podcast, donc me laisse driver. Ouais. Si tu devais résumer tout ton parcours en une phrase aujourd'hui, tu le ferais comment? Ah, bah, il est pas fini. Hein. Il est pas fini. J'espère qu'il est pas fini parce que, en fait, la douleur que j'ai vécue à tout apprendre comme ça, à tout restructurer, à rien lâcher, j'espère que aujourd'hui, ça va se transformer en succès financier parce que, aujourd'hui, financièrement, je veux dire, c'est compliqué. Hein. Ça a été compliqué pendant toutes ces années, et puis c'est encore compliqué. Donc, oui, forcément, à un moment donné, t'espères que toutes ces heures de travail payent. Et j'ai pas fait ça. Bien sûr que je me suis transformé, bien sûr que je suis une meilleure personne, bien sûr que j'ai réussi à dégager mon ego, bien sûr qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Je dis, mais à un moment donné, je veux dire, soi-même, on a aussi besoin de comprendre d'avoir un résultat pour montrer que tout ce qu'on a appris, c'est véridique et qu'on n'est pas dans le faux, quoi. Donc, tant que j'ai pas de succès monumental, tout ça aura servi à rien. Matériel, ouais, d'accord. Voilà, quelque part. Okay. Alors, matériel oui, matériel, parce que c'est comme ça qu'on calcule les scores, quoi. Oui, exactement. Ouais. Ok, c'est quoi la suite là pour toi? La suite, alors on sort cette fameuse imprimante en tant que fabricant début janvier. Et puis on espère qu'elle va être massivement appréciée nos clients. Et on espère vraiment, effectivement, que c'était vraiment quelque chose d'innovant et que ça va vraiment être adopté et que ça va changer le métier et que ça va rapatrier de la production chinoise, pakistanaise, turque, même si c'est des gens très bien et voilà, il n'y a pas de problème à ce qu'ils aient du boulot, mais voilà, je veux dire, faire traverser des enseignes à travers toute la planète et juste installer en France, si elles pouvaient être fabriquées en France grâce à notre machine, et ben voilà, en tout cas c'est de cette manière-là qu'on a envie de voir évoluer les choses. Et puis voilà, donc on espère que c'était pas une idée où j'espère qu'on n'a pas tapé à côté et que c'est juste. En tout cas, sur l'exécution de la machine, on est extrêmement fiers de ce qu'on a fait en tant que fabricant. L'exécution industrielle, je pense que voilà, ça j'en suis déjà fier en fait. Mais est-ce qu'elle va être adaptée par le marché ou pas, voilà, c'est alors ce que on je se donne souhaite, rendez-vous quand pour compter les scores alors? Ah bah, j'en sais rien, dans 1 an.
Ok. Peut-être. Ok, dans un an. Bah, de toute façon, moi, je le verrai passer dans le ciel. Dans le ciel, Un, forcément, ouais. un grand merci, Ludovic, pour ta franchise et ce partage. Je pense que c'est très important, ces discours-là. Je sais qu'on a d'autres personnes. On a notamment une personne au sein du ciel qui va être touchée, je pense, par le récit du moment où ça liquide et voilà. Je pense que ça va parler à d'autres. Alors, merci beaucoup. On se retrouve de toute façon, nous, très bientôt dans le ciel. C'est ça. On pourrait croire que cet épisode raconte une chute. En réalité, il parle d'une véritable transformation et pas seulement celle d'une entreprise, mais aussi celle d'un homme. Ludovic n'a pas seulement changé sa façon de diriger, il s'est changé lui-même. La place qu'il prend, le regard qu'il pose devant les difficultés qu'il rencontre, la posture qu'il tient. Ce qu'il nous dit entre les lignes, c'est qu'on ne maîtrise pas le chemin, mais qu'on peut choisir la façon dont on le traverse. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Et si vous qui écoutez, vous êtes encore vers l'avant, dans le doute, dans la fatigue ou dans la surcharge, alors peut-être que cet épisode vous aura simplement permis une chose, sentir que vous n'êtes pas seul et que même quand on tombe, il est encore possible de choisir comment est-ce qu'on se relève. Merci à Ludovic d'avoir mis des mots sur ce que tant de dirigeants vivent sans toujours le dire. Et si cet épisode vous a touché, fait réfléchir ou simplement permis de vous sentir moins seul, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et si une idée, une phrase, un outil vous a parlé, essayez, testez, itérez. À très bientôt pour une nouvelle voie, pour un nouveau chemin.